Bonjour Fabien et bienvenue sur notre 5e édition de la chronique politique Voix de fait sur Almoatine. Bonjour Fabien Manga et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Tout d'abord, comment va votre papa, Olivier Minguin? Nous avions appris il y a quelques semaines que celui-ci avait été hospitalisé à différentes reprises. Il va très bien, il s'est complètement remis, il profite maintenant de ses vacances, il se repose pour revenir en pleine forme à la rentrée parlementaire de septembre. Bien mérité alors les vacances. Vous êtes député bruxellois et conseiller communal à la ville de Bruxelles. À ce titre, n'est-ce pas plus difficile pour vous de pouvoir vous imposer en tant qu'individualité face à la présence de votre papa, Olivier Minguin, depuis tant d'années à la tête du FDF, ensuite devenu Défi? Voilà. Ça facilite les choses. Le nom est déjà connu. Et puis après ça, je compte sur mon travail pour que les gens puissent connaître Fabien, l'individu, le travail de l'homme politique de terrain que je suis. Et donc, incontestablement, le nom aide, mais je compte surtout, et c'est ce que je dis aux plupart des gens, regardez, testez-moi sur mon travail et si vous me jugez digne, soutenez-moi. Okay. Le FDF, votre parti, maintenant devenu Défi, était, pourrais-je dire, en couple avec le MR jusqu'en septembre 2011. Qu'est-ce qui a entamé, à proprement parler, le divorce entre vos deux formations politiques? Le respect de la parole donnée à l'électeur. Nous avions pris des engagements communs au sein du MR, avec le partenaire libéral, sur des points cruciaux de l'organisation de l'État, du respect de la démocratie en périphérie. Et à un moment, le MR a fait le choix de renier sa parole vis-à-vis de l'électeur et de prendre des engagements qui étaient contraires à nos convictions les plus profondes, qui sont que dans cet État, chacun a le droit d'être représenté dans sa langue, de faire ses démarches administratives dans sa langue, reconnu dans sa langue. Et donc, c'était pour nous quelque chose qui n'était pas envisageable de renier notre parole vis-à-vis des électeurs sur un point aussi fondamental de notre identité politique et de nos valeurs. Fabien Minguin, comme nous l'avons cité à plusieurs reprises déjà, votre parti, le FDF, est devenu Défi. Pourquoi ce changement de nom de parti est-il intervenu toute fin de l'année dernière? Est-ce là la volonté de vous démarquer du libéralisme traditionnel? C'était d'abord une volonté de sans doute redonner un nouveau souffle, une nouvelle envergure. Le FDF fêtait ses 50 ans récemment encore, et il était sans doute, cette histoire politique qui est la nôtre, nous avait sans doute cantonné à un parti monothématique qui était l'institutionnel, et à un parti enfermé dans ce que nous dénonçons comme le carcan de Bruxelles. Or, notre parti est bien plus que ça. Nous avons un projet politique qui porte bien au-delà de l'institutionnel, qui porte sur des valeurs aussi importantes que la société, que le socio-économique. Et nous avons une envergure politique qui veut nous amener à voir plus grand, à être présent sur l'ensemble du territoire politique et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, je crois véritablement que ce nouveau nom amène cette nouvelle dimension, met en avant cette nouvelle dimension qui est présente au sein de notre parti depuis de tout début, mais qui n'était sans doute plus perçue par la grande majorité de l'opinion publique, ce qui était réducteur par rapport à l'ensemble du travail qui est fait par l'ensemble des mandataires Défi. D'accord, nous y reviendrons d'ailleurs un peu plus tard. Saviez-vous qu'une entreprise d'insertion à finalité sociale à l'initiative du Centre du Hainaut occidental pour la qualité, CHOC, existe depuis le début des années 2000 sous le nom Défi Plus? Ah ben non, je l'ignorais. Voilà. Comme quoi, j'ai bien fait de venir, on en apprend tous les jours, c'est très intéressant. Le libéralisme social, socle fondateur de l'idéologie de FDF à sa création, a-t-il toujours sa place au sein de Défi? Plus que jamais, c'est, je crois, notre identité socio-économique, c'est cette volonté de dire que notre société doit fonctionner via la création et permettre la création, qu'elle soit individuelle ou collective, de richesse, mais qu'elle ne va pas sans une certaine solidarité, sans une redistribution juste. Mais je crois véritablement que oui, ça a toute sa place dans le paysage politique belge d'abord, entre parfois le conservatisme des uns et le dogmatisme des autres. Je crois qu'il y a de la place pour un projet qui veut concilier l'ensemble des forces économiques de ce pays dans la création et dans la redistribution de richesses. Pourriez-vous nous expliquer brièvement quelques points essentiels de la doctrine de Défi? Je crois que Défi se caractérise certainement par des valeurs comme le libéralisme social dans son engagement socio-économique, par cette volonté justement de permettre à chacun de trouver sa prospérité,
Je crois que DEFI se caractérise par ce respect fondamental de la démocratie dans son sens noble et dans ses valeurs, dans cette représentation juste du citoyen. Je crois aussi que DEFI se caractérise par une valeur et une organisation sociétale telle que définie par la laïcité. C'est un engagement fort de notre parti. Nous nous exprimons également sur des valeurs européennes. DEFI est un parti extrêmement pro-européen qui considère que c'est à travers l'Europe que beaucoup de solutions peuvent être trouvées aux problématiques quasiment quotidiennes que nous rencontrons, que ce soit les crises migratoires, que ce soit les crises économiques que nous connaissons. La plupart des réponses aujourd'hui seront apportées par l'Europe, mais par une Europe forte, par une vraie Europe politique, par une véritable Europe solidaire et sociale. C'est en tout cas certainement des grands marqueurs de l'identité politique de DEFI. Quelle est la position de votre parti DEFI sur la question de la laïcité et notamment au sein de l'administration publique? Nous sommes pour l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Aujourd'hui, il y a ce concept flou qui est vide de sens juridique, qu'est la neutralité. Nous voulons effectivement faire un pas plus loin, mais c'est une laïcité, et je vais tordre le cou aux idées reçues, qui n'est pas exclusive, qui n'a pas pour but de renier la religion, mais qui est plutôt une laïcité inclusive, qui vise justement à créer un espace pour la foi qui permettre et garantir la liberté de foi de chacun, tout en acceptant d'abord un principe fondamental pour nous de l'État, qui est le respect des lois civiles sur les lois religieuses. C'est véritablement cette notion-là, cette laïcité-là, qui est celle qui est défendue par DEFI, qui a cette volonté de simplement permettre la coexistence harmonieuse de l'ensemble des cultures et des courants religieux en Belgique, de protéger également cet espace et cette liberté de foi et de culte. Et donc, c'est notre volonté, effectivement, de pouvoir inscrire demain la laïcité dans la Constitution. À ce titre, une nouvelle école coranique de l'enseignement fondamental a ouvert ses portes. Ne pensez-vous pas que ce soit un réel recul face à la volonté politique de neutralité de notre société civile ? Alors, je crois que si c'est a pour but de prôner le repli identitaire, oui, c'est un recul. Je préfère effectivement une école publique ouverte, une école publique forte dans laquelle chacun, à travers son identité culturelle, a sa place et trouve son épanouissement, et où il y a justement une rencontre des cultures, des identités. Je crois que c'est une plus-value. Et donc je crois effectivement que tout projet qui viserait, pour n'importe quelle communauté, quelle qu'elle soit, à se replier sur elle-même, à se couper de l'échange extérieur et de la rencontre avec cette richesse que nous avons à Bruxelles, d'avoir justement des identités et des cultures multiples, ne va effectivement pas dans le bon sens. D'accord. Quel regard porte DEFI aujourd'hui quant aux enjeux de notre sécurité sociale en Belgique ? C'est un grand enjeu. On sait que surtout au niveau de la sécurité sociale, l'enjeu, c'est en grande partie le financement. Mais je crois que nous avons un modèle qui est extrêmement performant. Mais je crois qu'il est important aussi de rappeler à tout un chacun qu'il y a une responsabilité à permettre à ce modèle de survivre et à éviter d'en abuser, parce que je crois véritablement que nous avons cette chance d'avoir cette sécurité sociale qui doit être maintenue, où il y a sans doute des réformes à faire, mais qui doit surtout permettre la protection de chacun. Quand on parlait de redistribution, de solidarité, je crois véritablement que s'il y a bien un espace où cette solidarité est nécessaire et doit pouvoir exister, c'est la sécurité sociale. En particulier des plus faibles ? En particulier des plus faibles, bien entendu. On sait tous qu'aujourd'hui, on ne commence pas dans la vie avec les mêmes chances, avec la même capacité à faire face aux épreuves de la vie. Et donc oui, ça doit absolument rester le filet de sécurité pour éviter que d'aucuns ne tombent dans la précarité ou soient mis au banc de la société. Alors que nous constatons des positions fort divergentes sur le sujet au sein du MR, votre ancien partenaire politique, pour rappel, Corotin de Sales y est défavorable alors que Georges-Louis Boucher y est favorable, nous aurions aimé connaître votre avis quant à l'allocation universelle. Serait-elle toujours, selon vous, applicable à tous ? C'est un débat qui est également présent au sein de notre formation politique. Je ne veux pas dire qu'il y a de vision unanime sur la question. Je crois qu'on peut à tout le moins étudier la question. Je crois qu'il faut d'abord en voir sa faisabilité, mais je crois qu'il y a une notion intéressante derrière l'allocation universelle qui est de dire que tout le monde, en fait, a effectivement le droit à cette sécurité, a le droit à cette intervention de l'État. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Maintenant,
ça ne doit pas non plus conduire soit à des dérives, soit à mettre à mal un certain nombre de missions de services publics de l'État. Et donc je crois que le débat doit être posé. À titre personnel, je n'y suis pas favorable, je préfère un mécanisme d'assurance, mais voilà, c'est une position tout à fait personnelle. Je crois que le débat doit d'abord vivre certainement aussi au sein de notre formation politique. Aujourd'hui, où sont nos libertés fondamentales? Sont-elles encore garanties et garantissables? Nos libertés fondamentales doivent plus que jamais être garanties. Je suis très inquiet de voir que, sous couvert de la peur, du rejet et de la société que nous connaissons aujourd'hui, nos libertés fondamentales régressent. Je suis un grand défenseur des libertés fondamentales et elles doivent pouvoir notamment être garanties par une justice forte. Je crois qu'une des premières atteintes aux libertés fondamentales, c'est le recul aujourd'hui que nous connaissons de notre justice qui n'a plus forcément les moyens d'assurer justement un grand nombre de ces libertés. Et donc, on apporte de mauvaises réponses. Plutôt que de faire fonctionner les outils que nous avons et de donner enfin les moyens à la justice, on fait croire qu'en réduisant un certain nombre de libertés fondamentales, on va régler le problème. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas la bonne réponse, et je crois véritablement que c'est une menace sur notre société démocratique et notre état de droit. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, je crois que par exemple, l'ensemble des réformes qui sont aujourd'hui menées dans le monde de la justice, quand on parle de la prolongation de la garde à vue, quand on parle de la diminution du juge d'instruction, voilà des mesures complètement contradictoires. Aujourd'hui, le juge d'instruction a déjà la possibilité de prolonger les gardes à vue. Il faut simplement donner au juge d'instruction les moyens de faire son travail. Et donc il ne suffit pas de dire d'un côté qu'on va augmenter la garde à vue et de l'autre côté vouloir mettre à mal le rôle d'un juge d'instruction pour tout d'un coup améliorer le fonctionnement de la justice. C'est même l'effet inverse qu'il faut faire. Ne touchons pas à ce droit important qu'est la garde à vue et augmentons et donnons les moyens aux équipes judiciaires et aux juges d'instruction de faire son travail d'investigation et de déterminer si oui ou non quelqu'un doit être gardé en garde à vue le temps de complément d'enquête. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons aller. Au sein de Défi, nous remarquons que vous êtes très engagé sur de nombreux dossiers concernant les libertés fondamentales et notamment sur les droits des personnes transgenres. En effet, Fatoumata Sidibé, députée bruxelloise, a écrit une proposition de résolution relative au principe de Yogyakarta sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre, et ce, afin de mettre un terme à toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre qu'elle souhaite d'ailleurs étendre jusqu'au fédéral. Où en est actuellement l'avancée de cette proposition de résolution? J'avoue, vous me prenez court, je ne sais pas où en est aujourd'hui la résolution. Je crois qu'elle était dans le pipeline parlementaire à la région bruxelloise. Bon, effectivement, c'est quelque chose, mais de nouveau, on en revient à un principe important chez nous, c'est simplement le respect de la personne, dans ses convictions propres, dans son identité propre. Et donc, effectivement, nous sommes un parti extrêmement tolérant, extrêmement ouvert sur ce genre de questions, extrêmement progressiste, simplement parce que nous considérons que chacun, dans son identité, dans son orientation sexuelle, doit pouvoir trouver sa place, sans être discriminé, sans être rejeté pour ce qu'il est. Je crois effectivement que c'est un des principes de base et universels d'une bonne société humaine. Quelle est selon vous la liberté la plus indispensable à l'individu moderne? La liberté, simplement. Je crois véritablement que c'est ce qui fonde notre société, cette liberté de pouvoir mener sa vie, de pouvoir construire son foyer, de pouvoir réussir son affaire, ou en tout cas sa vie professionnelle, et de manière plus fondamentale, de pouvoir jouir de sa liberté de déplacement, de sa liberté de vie, de sa liberté de conscience. Je crois véritablement que c'est sans doute le point le plus important de nos sociétés, c'est de garantir cette liberté pour l'ensemble des personnes qui vivent sur notre territoire. Nous venons d'accuser la décision sur le Brexit à l'échelle européenne. L'Europe, en tant que principale puissance économique, a-t-elle, selon vous, toujours du sens aujourd'hui? Plus que jamais, je crois. Moi, je ne peux que déplorer le Brexit. Je crois que tout ce qui démantèle le projet européen dans son projet économique, en partie, mais plus en avant, même s'il n'a jamais été finalisé dans son projet politique, est une mauvaise chose. Je reste persuadé que l'Europe est capable d'apporter les bonnes réponses aux grands enjeux que connaissent notre continent. Nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus multinational. Je ne crois véritablement pas qu'aujourd'hui, seuls les États-nations ou les États démocratiques tels que nous les connaissons sont capables d'apporter des réponses à ce genre de grandes problématiques qui sont en fait des problématiques transnationales. Et donc je reste persuadé que c'est par une Europe économique forte, par une Europe politique enfin finalisée et consolidée que l'on va pouvoir régler des crises qui aujourd'hui touchent par contre dans leur quotidien l'ensemble des citoyens. Que ce soit les crises économiques, les crises bancaires, les crises sociales et de santé, c'est véritablement via l'Europe qu'on pourra apporter les réponses, mais pas l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, pas cette Europe jamais construite, jamais finalisée, bureaucrate, mais par une véritable union politique et économique. Êtes-vous un citoyen européen convaincu?
Tout à fait. Moi, je le suis, je le resterai et je continuerai à travailler pour réaliser. Je sais qu'aujourd'hui, pour un bon nombre de citoyens, l'Europe est perçue négativement, que beaucoup considèrent que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui impose des règles, qui n'est pas efficient. Moi, je reste persuadé que c'est le manque d'Europe qui cause ce sentiment auprès de la population, qu'il a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être représenté. C'est pour ça que je plaide pour une véritable Europe politique. Et pensez-vous que d'ici 10 ans, la Belgique soit toujours un État fédéral? Je crois que malheureusement, on a engagé certainement lors des dernières réformes de l'État un mouvement confédéral qui n'est pas notre souhait. Nous continuons à plaider. Nous avons gardé dans défi le mot fédéraliste qui est important pour nous, car justement, nous pensons que c'est la meilleure articulation institutionnelle possible. Je ne crois pas que ce soit via des réformes de l'État et en démantelant l'État fédéral ou en essayant d'en faire une coquille vide, comme le veut certainement la NVA, que l'on va apporter des véritables réponses. Depuis d'ailleurs la réforme de l'État, qui a sans doute été le coup le plus dur au fédéralisme belge, l'ensemble de nos gouvernements passe énormément de temps à recréer des accords de coopération entre régions, car on a régionalisé toute une série de compétences en se disant que ça allait fonctionner mieux. En fait, on se rend compte que non, ça doit être porté à l'échelon supérieur. Donc voilà, je suis un fédéraliste convaincu, j'espère que la Belgique le restera dans 10 ans, mais malheureusement, je remarque qu'aujourd'hui déjà, les coûts ont été portés à ce modèle fédéral, mais j'entends petit à petit que même ceux qui ont pourtant défendu et voté la 6e réforme de l'État appellent aujourd'hui à des refédéralisations. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience ? Je ne suis pas assez optimiste pour le croire aujourd'hui, mais peut-être que demain, effectivement, il y aura un courant pour dire qu'on a été trop loin, qu'on a fait des erreurs et qu'il faut sans doute revenir à un État fédéral fort en Belgique. Votre parti a toujours été fort impliqué de par le passé sur le sujet communautaire et notamment au centre des querelles, ce qui en a d'ailleurs permis son succès d'une certaine manière. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous avons l'impression que votre président, Olivier Minguin, a perdu sa verve de contradiction face à la NVA. Je ne crois pas, que du contraire. Non, ça reste un engagement profond. Pourquoi ? Parce que c'est un engagement démocratique, c'est une véritable volonté de défendre l'ensemble des citoyens. Et je crois véritablement qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on parle peut-être moins d'institutionnel et que ce communautaire s'est déplacé dans les actions quotidiennes du gouvernement. Et donc, je crois que là, Olivier Minguin fait preuve de toute sa verve pour dénoncer tous les coups qui sont portés à cet État fédéral, qui est du communautaire caché. Quand on essaye comme ça de démontrer l'inutilité d'un État ou de mettre à mal des fonctions régaliennes, et on en revient par exemple à la justice, on essaye de faire du communautaire de manière cachée, sur notamment les questions d'investissement à la CNCB. On a pu dénoncer, chiffres à l'appui, tout l'entêtement communautaire dans ce pays, dans la non-juste répartition et finalisation des investissements au sein de la SNCB, qui favorise la Flandre au détriment de la Wallonie et de Bruxelles. Donc, il n'y a pas que l'institutionnel, malheureusement, qui recèle du communautaire. Je ne crois pas que ce gouvernement a laissé tomber le communautaire. Et je reste persuadé que Défi est certainement le parti qui ose dénoncer un certain nombre de dérives du nationalisme en Belgique. Nous remarquons que votre progression est assez faible en Wallonie par rapport à Bruxelles. Est-ce là un mal historique de votre parti ? Je crois que d'abord c'est un travail qui va être de longue haleine. Écolo a mis parfois plus de 20 ans pour pouvoir se déployer partout en Wallonie. On est depuis quelques années de manière structurée, parce qu'avant ça nous avions déjà des sympathisants. Oui. Je crois qu'effectivement il y a un travail de terrain, d'aller voir les Wallons pour leur expliquer ce qu'est Défi. Je crois aussi que le nom, oui je l'ai dit en début quand j'ai expliqué le changement de nom, était un frein peut-être pour un certain nombre de personnes qui avaient l'impression que le FDF était ce parti bruxellois. Et je comprends l'aspiration des Wallons à vouloir se gérer eux-mêmes, et donc du coup je crois véritablement qu'avec Défi on a cette possibilité aujourd'hui d'offrir sans doute une identité dans laquelle les Wallons vont pouvoir se reconnaître peut-être plus facilement, et donc dès lors d'améliorer notre représentation en Wallonie, qui n'est pas négligeable, qui continue de progresser chaque jour et qui effectivement est un long travail de terrain pour arriver à une représentation parlementaire. Nous remarquons aussi que ces derniers mois vous travaillez particulièrement le terrain en Brabant wallon, notamment en réactivant les sections locales, en réactivant. Je ne sais pas si on les réactive ou si on les active. Quels sont vos objectifs quant à la campagne des communales 2018 sur la Wallonie ? Ambitionnez-vous de faire concurrence au MR sur cette terre de prédilection ? Alors, le travail se fait partout en Wallonie, pas qu'en Brabant wallon. On a des sections qui se créent chaque semaine presque en Wallonie. C'est un peu caricatural, mais c'est pas faux. On a véritablement une dynamique, je vois par exemple dans le Hainaut aussi, où il y a énormément de sections, d'ailleurs souvent portées par des jeunes. C'est très intéressant de voir que c'est notamment la jeunesse wallonne qui rejoint Défi et qui porte notre message, et je trouve ça véritablement intéressant dans cette approche.
Après ça, par rapport aux élections communales, je crois qu'il était important pour nous, alors est-ce que ce sera dans le Brabant wallon, ou est-ce que ce sera peut-être dans des plus grandes entités comme les villes de Liège ou de Charleroi, dans ce genre de structure, de pouvoir effectivement intégrer les conseillers communaux de manière plus visible que ça ne l'est aujourd'hui, pour justement pouvoir montrer l'efficacité de notre travail démocratique et politique, de pouvoir montrer à quel point nous sommes des représentants de confiance par rapport aux électeurs, des problématiques qu'ils connaissent, de pouvoir aller les porter, que ce soit dans les majorités, dans les oppositions, pour justement permettre de démontrer notre capacité à bien gérer la chose publique. C'est une de nos forces à Bruxelles. Je crois que c'est demain une de nos forces aussi en Wallonie. Vous qui êtes conseiller communal à la ville de Bruxelles, ferez-vous partie de la campagne des communales en 2018 dont l'affirmative serait toujours sur la ville de Bruxelles? Certainement, je suis bruxellois depuis toujours. C'est la commune pour laquelle je suis maintenant engagé et bientôt conseiller communal depuis plus de 10 ans. Et j'ai envie de continuer à porter un projet politique. Je crois que les Bruxellois méritent qu'on porte un projet politique sans doute plus concerté, plus à l'écoute. Ce que je reproche le plus aux majorités qui se sont succédées pour l'instant dans la ville, c'est d'avoir créé un conflit avec le citoyen. Et c'est véritablement cet enjeu-là, notamment, que j'ai envie de pouvoir porter pour les Bruxellois en 2018. Quel avenir institutionnel souhaitez-vous pour Bruxelles ? Je souhaite que Bruxelles soit enfin, car elle n'est malheureusement toujours pas vraiment une région à part entière, je souhaite que Bruxelles puisse enfin déployer toute sa richesse, puisse enfin pouvoir, à partir de la richesse qu'elle crée, avoir une vraie solidarité et que ça puisse être une région dans laquelle l'ensemble de nos citoyens se sentent bien. Je crois véritablement qu'il y a un paradoxe à Bruxelles. Nous sommes la région qui crée le plus de richesses, mais nous avons la population la plus pauvre. C'est quelque chose qui me désole. J'ai véritablement envie que chacun puisse, à Bruxelles, profiter des richesses qui y soient créées pour justement créer une région dans laquelle on se sent bien, car Bruxelles est une belle région, est une belle ville. Il y a ici un mélange culturel, il y a une qualité de vie indéniable, mais qui passe par aussi la sécurité socio-économique de tous les Bruxellois. L'avenir économique de Bruxelles sera-t-il fortement conditionné par les prochaines politiques en termes de mobilité ? Certainement. On sait que la mobilité reste à Bruxelles un grand enjeu. Ce gouvernement fait face à sans doute une des pires crises de la mobilité que nous connaissons avec la problématique des tunnels bruxellois. Et je crois que véritablement, toute cette question de la mobilité, c'est cette juste reconnaissance de Bruxelles et cette juste capacité qu'a Bruxelles à servir aussi les Bruxellois. On sait que malheureusement la mobilité à Bruxelles a souvent été construite pour et autour de ceux qui viennent après travailler à Bruxelles et pas forcément pour les Bruxellois. Je crois qu'il y a là un équilibre à trouver, de simplement permettre à tout un chacun, oui, de venir travailler à Bruxelles et de rentrer chez lui, mais également aux Bruxellois d'avoir des infrastructures et une mobilité positive, de ne pas être coincé, d'avoir des alternatives. Et donc je crois qu'il y a là un équilibre à trouver, car aujourd'hui les Bruxellois supportent, j'ai envie de dire, le coût malheureusement important de la mobilité sans forcément en avoir les avantages. Et donc je crois véritablement qu'il y a un rééquilibrage à opérer, mais la mobilité reste un des grands enjeux pour une ville et une capitale comme Bruxelles. En termes de mobilité toujours, notamment sur la capitale, la voiture de société devrait-elle d'ores et déjà faire partie du passé selon vous ? Un sujet d'ailleurs fort épineux sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que c'est un sujet fort épineux, mais oui, nous sommes favorables à une réflexion autour des voitures de société. Pas pour que les gens perdent un avantage qu'ils ont aujourd'hui, mais pour savoir s'il ne serait pas intéressant de réfléchir à un avantage qui puisse toucher tout le monde. Beaucoup de gens à Bruxelles n'ont pas de voiture, notamment. Et on sait que les voitures de société aussi favorisent l'exode urbain. Nous voulons que, notamment dans cette question de rééquilibrage, les Bruxellois puissent bénéficier. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est une idée qui n'est pas arrêtée, mais y réfléchir en tout cas, par exemple, remplacer l'avantage des voitures de société par un avantage logement. Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose de plus juste, de plus égalitaire pour l'ensemble des citoyens, peut-être plus favorable à Bruxelles, quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Je crois aussi que la voiture de société est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une cause d'embouteillage important et qui va même à l'encontre de certains enjeux climatiques. Et donc voilà, nous sommes effectivement pour une réflexion, une ouverture du débat, mais pas, et il faut le dire très nettement, pour juste supprimer un avantage aux citoyens. Ça ne va pas. Mais pour justement voir s'il n'y a pas manière de le rendre plus efficace, notamment pour la mobilité à Bruxelles. D'autant qu'il sera difficilement compensable par autre chose, par un brut. En matière de mobilité toujours, mais de mobilité des personnes handicapées, quels sont les efforts consentis par la Belgique à l'échéance des recommandations, ou plutôt de la sanction des Nations Unies, quant à l'autonomisation des personnes à mobilité réduite, et notamment pour les transports bruxellois ?
Alors, le gouvernement bruxellois a lancé un plan de rénovation des stations de métro et à chaque fois, on essaye petit à petit d'améliorer. La situation reste aujourd'hui très nettement insatisfaisante et catastrophique pour les personnes à mobilité réduite. Dans le logement aussi, on se rend compte, et que notamment, par exemple, dans le logement public, on prévoit trop peu de logements adaptés aux personnes. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un effort à faire dans toutes les politiques que nous menons pour à chaque fois s'assurer que les politiques aident aussi à régler le problème des personnes à mobilité réduite. Mais c'était là aussi un travail de longue haleine. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, qu'on ne va pas pouvoir régler ça du jour au lendemain. Et donc il y a là, parce que les frais en infrastructure notamment sont extrêmement importants. Et donc c'est un travail que nous allons continuer, mais je suis bien conscient aujourd'hui des difficultés que rencontrent les personnes à mobilité réduite. Quelles seraient selon vous les pistes d'une société plus inclusive au handicap, en termes d'autonomie, de travail et de mobilité ? Je crois que déjà, on pourrait continuer, et c'est quelque chose d'important, l'ouverture au sein de la fonction publique aux personnes handicapées et à mobilité réduite, c'est 2 handicaps différents, mais véritablement, il y a là sans doute une autonomisation à donner. Je crois qu'il y a certainement ce travail qui est le travail, le premier, c'est celui sur la mobilité, les infrastructures de transport, notamment en commun. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est à travers la mobilité qu'on peut retrouver, que ce soit une vie professionnelle, une vie sociale. Et donc, je crois que c'est quelque chose, sinon, qui enferme la personne. Donc, je crois que la priorité doit être mise là-dedans, sans doute sur une ouverture plus grande de notre fonction publique aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et de l'autre, avancer le plus urgemment possible sur les questions de mobilité pour justement permettre cette autonomisation. La matière du handicap est-elle une priorité sur votre commune de Bruxelles ? Comme souvent, le handicap souffre d'être trop peu considéré, trop peu remarqué, et donc c'est quelque chose sur lequel la ville travaille, mais qui sans doute n'est pas suffisamment mis à l'agenda politique. Et je crois d'ailleurs qu'il y a là un travail de mobilisation à continuer à faire, parce que je crois qu'il est bon de rappeler constamment aux politiques l'importance de cette politique-là à mener et de l'urgence qu'il y a à mener cette politique. Sans ça, malheureusement, on voit bien qu'elle a tendance à parfois à passer un peu au second plan et à ne pas être dans ce sens des priorités politiques. Tout à fait. Et souvent, on n'écoute pas la personne handicapée, on se contente de prendre contact avec des associations. Et le problème est aussi, à ce point de vue-là, le fait que la personne handicapée souffrant d'un handicap n'est pas entendue par les pouvoirs publics, d'où la difficulté à mettre en place des choses cohérentes. Votre administration communale est-elle handi-friendly ? Est-elle accessible directement aux Elle est relativement accessible. Je crois que là aussi, il y a des améliorations à faire. Comme beaucoup d'administrations, il y a des bâtiments historiques, parfois, qui n'ont pas été conçus, tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a, je crois, un bon accueil. Mais c'est vrai que c'est une question qui mérite sans doute d'être posée. Et je ferai sans doute bien aussi d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Ce sera un plaisir de vous accompagner, si vous voulez. Quelles sont vos principales craintes pour nos jeunes aujourd'hui ? La morosité. Quand je vois les sondages qui parfois sortent, quand je vois les études qui sont parfois menées sur notre jeunesse, on a l'impression d'avoir une jeunesse désabusée, qui ne croit plus en rien, qui ne voit plus où est son avenir. Je crois que c'est ça ma principale crainte. Moi, je crois, et je suis pour ça un réel optimiste, je crois véritablement que nos sociétés ont encore énormément de choses à offrir, que nos sociétés peuvent apporter à chaque jeune énormément, mais qu'il faut qu'il puisse trouver sa place. Donc voilà, je crois que c'est notre combat, c'est de donner à notre jeunesse cet espoir. Je crois qu'il n'y a rien de plus insupportable à mes oreilles, en tout cas, que d'entendre un jeune me dire qu'il n'y croit plus, que de toute façon ça ne sert à rien. Voilà, ça c'est véritablement le défi que nous allons devoir relever pour la jeunesse à Bruxelles, car énormément de nos jeunes me tiennent ce discours, et énormément de nos jeunes sont concernés, ne voient plus quelle est leur place, ne voient plus quel est leur avenir. Je crois que c'est notre devoir en tant que responsable politique de leur apporter des réponses, de leur redonner l'espoir et de leur redonner confiance dans l'avenir. Mis à part de redonner l'espoir, quelles réponses pouvez-vous apporter concrètement pour réduire le chômage des jeunes bruxellois notamment ? Donc, ce gouvernement travaille énormément sur cette priorité. D'ailleurs, les chiffres du chômage à Bruxelles n'ont jamais été aussi bas que depuis l'entrée en fonction du ministre Gauzoin. Il y a eu le contrat jeune, il y a la réforme qui est menée sur l'ensemble des aides à l'emploi notamment. Et donc, je crois véritablement que c'est via ce travail ciblé. Et il ne faut pas se tromper. L'enjeu, et le ministre Gauzoin le dit déjà depuis plus de 10 ans, l'enjeu, ça restera la formation. La plupart de nos jeunes ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils sont infraqualifiés, parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate pour se lancer sur le marché du travail. Et donc, c'est véritablement sur cette priorité-là que nous travaillons aujourd'hui. Elle commence à porter ses fruits, mais il faut être clair et honnête, ça ne réglera pas tout. Il faut absolument continuer ce travail, retourner voir les jeunes. Là aussi, leur redonner un peu le goût du travail.
je ne connais que trop de jeunes qui, malheureusement, le premier enjeu d'une formation, c'est parfois de leur réapprendre à retrouver un rythme de vie, à se lever le matin pour aller en stage ou en formation. Et donc voilà, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Mais là aussi, c'est un travail notamment de confiance. Redonner confiance aux jeunes dans ses capacités. Moi, je vois des jeunes dans nos quartiers qui ont plein de capacités, plein de qualités, mais qui ne trouvent pas leur place ou qui ne savent pas comment exploiter leurs talents ou ce qu'ils ont envie de faire, simplement parce qu'ils sont perdus ou parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate. C'est véritablement sur ces deux priorités-là que nous devons travailler, que nous travaillons avec déjà un certain nombre de résultats. Mais il va falloir le continuer car l'enjeu est énorme à Bruxelles. En termes de sécurité nationale, notamment à l'échéance des différents incidents terroristes vécus ces derniers mois en Europe, quelle est la politique privilégiée par défi pour garantir la sécurité de tous? Je crois que ça reste les politiques sans doute moins visibles, mais bien plus efficaces, que sont l'avènement, en tout cas le renforcement de la sûreté de l'État et du travail de renseignement. Je crois que c'est ça la bonne réponse. Quand on voit que ce gouvernement a diminué le budget de la sûreté de l'État juste avant les premiers événements dramatiques et l'a finalement refinancé que de manière complètement insignifiante au regard de l'enjeu que représente. Je reste persuadé que c'est sur ce travail-là qu'on doit aller et qu'on doit y aller de nouveau à un enjeu supérieur. C'est un défi par rapport auquel toute l'Europe est confrontée. On doit améliorer l'échange d'informations et de renseignements entre nos différents pays, car on voit bien que c'est un phénomène qui se déplace, qui lui ne connaît pas de frontières. Et donc voilà, moi je reste persuadé, c'est mon approche privilégiée, que c'est vers ça que nous devons aller. Donner les moyens à la justice et au renseignement. C'est ça la bonne réponse. C'est sans doute moins visible, c'est sans doute moins bling-bling que de voir, par exemple, les militaires dans la rue, même si je reconnais leur dévouement et leur travail tous les jours. Mais c'est vrai que parfois, quand j'entends que l'armée dans la rue a déjà coûté plus de 100 millions au gouvernement et aux différentes entités publiques, et que je vois que le budget de l'État tourne entre 40 et 50 millions, je me demande si là, il n'y a pas un décalage incompréhensible à mes yeux entre ces deux politiques. Je reste persuadé que la seule politique répressive ne permettra pas d'endiguer ou en tout cas d'apporter une sécurité face à ce que nous connaissons et aux phénomènes que nous connaissons aujourd'hui, et que c'est via le renseignement et via le renforcement de la mission du financement de la sûreté de l'État que nous arriverons à endiguer ce phénomène. D'accord. Je vous ai entendu parler donc de renseignement. On a entendu que vous parliez du gouvernement fédéral qui misait principalement sur le sécuritaire. Et que pensez-vous du vivre ensemble, de tout ce travail de fond des associations de quartier? C'est ce que nous faisons alors à un autre niveau, moins sécuritaire, mais au niveau notamment des régions et des communes. Je crois que c'est effectivement tout ce travail d'échange culturel, d'échange et de compréhension de l'autre. Je reste persuadé que l'un des moteurs du terrorisme aujourd'hui, c'est le rejet justement de l'autre. Et donc je crois que tout ce travail avec les milieux associatifs, avec les maisons de jeunes, avec tous ces acteurs qui, sur le terrain, essaient justement de rapprocher les gens, de faire tomber ces barrières, de faire passer ce message fraternel au sein des différentes communautés présentes en région bruxelloise, permettra de manière tout efficace de couper l'herbe sous le pied au message, à la propagande de ceux qui prêchent la haine, et permettra justement d'améliorer, mais c'est un travail effectivement préventif à plus long terme, d'améliorer le vivre ensemble et donc la sécurité de chacun en région bruxelloise. Maintenant, quand on interroge la plupart des associations, eux ont l'impression de ne pas être écoutés, d'une part, et quand on interroge d'autre part des dirigeants politiques ou des dirigeants d'administration publique, ils n'ont pas conscience des enjeux et de la nécessité de déjà travailler aujourd'hui sur la mise en place du vivre ensemble et des pistes pour le travail du vivre ensemble pour demain. On y est. Non, c'est effectivement... Alors, déjà, c'est un travail qui existe, mais qui n'existe sans doute pas assez, mais il faut continuer à renforcer les structures qui existent. De deux, ce gouvernement a débloqué des centaines de milliers d'euros pour justement améliorer des messages de prévention et travailler sur ce sujet-là. Donc je crois que le message est entendu. Je crois que, est-ce qu'on en fait assez? Sans doute pas. Il y a sans doute moyen d'améliorer. Je crois aussi qu'il y a peut-être, plus que jamais, une nécessité pour le monde politique d'aller sur le terrain, de se rendre compte parfois du décalage qu'il peut y avoir entre lui et les jeunes, notamment dans les quartiers. Et donc voilà, je crois que là, mais je crois aussi que le monde politique doit en son sein être capable de porter ce discours. Quand j'entends certaines personnalités de certains partis venir prêcher le rejet, je suis inquiet de me dire ce que nous demandons de faire au sein du tissu associatif, au sein de la jeunesse, on n'est parfois pas capable de le porter au niveau politique. Donc je crois que on doit tous travailler. Même francophone. Même francophone. Tout à fait, oui. Certainement. Et donc voilà, je crois véritablement qu'il faut pouvoir mener ce travail-là de dialogue. Nous,
au niveau politique, mais également effectivement avec la société civile, et de permettre et de renforcer et de soutenir toute initiative qui ira dans ce sens-là. Encore faut-il aller voir les bons acteurs. Je clôturerai par là. Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Alors soyez attentifs. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait... L'homme avec un grand H devrait... vous me prenez court. Vous avez le temps, prenez le temps de répondre. Tout à fait. Voilà, on a vraiment le temps. L'homme devrait pouvoir aimer tout un chacun dans le respect de l'autre. Je crois véritablement que c'est une notion importante. Parfait. Parfait. Ouais. Pour vous, Dieu est Une source positive pour ceux qui ont la foi en lui et qui permettent aux hommes de trouver leur chemin dans leur vie. Être un jeune homme politique aujourd'hui, c'est passionnant, tant l'avenir va être construit notamment par la jeunesse. la Belgique de demain sera Je l'espère, un pays tolérant, un pays de solidarité où chacun pourra s'épanouir dans le respect de l'autre. Fabien Minguin. Merci pour votre présence sur notre Merci plateau à de vous. Voix de Fait.